Et c'est parti! Je suis avec Franck Marchex. Bonjour à toi et bienvenue. Bonjour jeune homme. Alors, je vais te demander de te présenter un petit peu et on va attaquer sur une interview qui va être passionnante et qui va aider pas mal, ceux qui nous écoutent. Dis-nous qui tu Eh es. bien écoute, je suis d'abord un être humain qui adore aider, les autres êtres humains, Ouais. et les aider en fait à être mieux dans leur vie et être mieux dans leur peau. Et en fait, au quotidien, souvent, ça, va surtout se focaliser sur des demandes de dirigeants, parce que j'aime beaucoup travailler avec les dirigeants ou les entrepreneurs. Mmh. Et c'est des demandes qui sont souvent liées à la problématique, alors, on va dire business, mais souvent c'est des difficultés avec soi-même lors des prises de parole ou dans ce qu'on va appeler le charisme de manière générale. D'accord. C'est un mot un peu valise, c'est un mot un peu dans lequel on peut fournir plein de choses, mais c'est souvent des gens qui sont bloqués avec eux-mêmes, Hein, hein. qui ont des difficultés dans leur représentation d'eux-mêmes et qui du coup ont du mal à communiquer avec les autres. Des fois, ça peut même être des excellents communicants, mais à l'intérieur, il y a une faille, il y a quelque chose qui quelquefois bloque pour les amener à être vraiment excellents dans ce qu'ils font. Ça peut être des dirigeants qui ont des très grosses entreprises, mais qui quelquefois ont du mal quand même à faire passer un certain nombre de messages, et à ce moment-là, qui vont m'appeler. Et moi, j'aime travailler avec des gens comme ça, pour essayer en fait de travailler à la fois sur la partie vraiment très personnelle, c'est-à-dire Hein, qui ils hein. sont, et en même temps aussi énormément sur plutôt la structure des mots, c'est-à-dire quels sont les mots à utiliser, comment les utiliser, et donc souvent les aider ou les former sur les structures hypnotiques. Moi, je travaille beaucoup avec l'hypnose, tu le sais depuis longtemps. C'est ça, j'allais y Donc c'est vraiment des tout ce qui va travailler sur alors ce que j'appelle la rhétorique hypnotique, c'est-à-dire les mots, hein, comment on utilise les mots, dans quel sens, comment on va pouvoir influencer toujours positivement, ou comment on va persuader quelqu'un à faire quelque chose, tout en lui donnant l'impression qu'il est à l'origine de ça, mais toujours avec ce fond bienveillant en disant l'idée c'est quand même de le faire bouger, parce que ça va l'aider. Donc en fait, moi j'utilise mes propres outils sur mes clients tout en leur enseignant ces outils pour qu'eux-mêmes les utilisent autour d'eux. Donc voilà, c'est toujours un peu cette structure. Et puis du coup, en travaillant là-dessus, il y a beaucoup de coachs qui se sont intéressés à mon travail. Donc aujourd'hui, je coach aussi beaucoup de coachs, soit pour les aider à devenir meilleurs dans leur business, soit pour les aider à avoir plus de business. Parce que malheureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup de coachs qui ne vivent pas forcément de leur activité. ouais. Donc je vais les aider en fait à développer leur business, développer leur clientèle. Donc ça, c'est vraiment le fond un petit peu de mon activité. Mais je vais faire court parce que en fait, je suis tellement je m'ennuie très vite. Donc j'ai toujours besoin en fait de mettre des nouveaux projets en place, de trouver des nouveaux clients. Il y a souvent un peu cette idée de dire il faut un avatar dans son business, et puis vraiment travailler à fond sur cet avatar parce que c'est ce qui va être fondamental pour développer son business. Et moi, j'ai jamais réussi à avoir un avatar, parce que pour moi l'avatar c'est l'être humain qui a un problème, tu vois. Donc Ouais, l'idée c'est de dire ouais. voilà, t'as un problème, comment je vais faire pour t'aider à le solutionner, ou comment je vais t'aider à trouver des ressources pour avancer et pour aller plus loin. Et donc du coup, j'ai pas d'avatar. Voilà. Moi, j'aime bien travailler avec les êtres humains qui ont des problèmes pour les aider à plus en avoir. Tu vois, c'est assez Excellent, global. excellent. Alors moi, ce que j'adore sur, sur tous les échanges qu'on a eus jusqu'à présent et sur ta, on va dire, ton expertise, c'est que tu es quelqu'un qui est très, très, très pointu dans les différents domaines et notamment, tout particulièrement l'hypnose et est-ce que tu pourrais nous dire justement au niveau de l'hypnose, comment ça peut être utile? L'hypnose, la rhétorique, la linguistique, en quoi c'est utile? Et est-ce que justement tu as besoin d'avoir f de faire on va dire, des formations sur formation, de maître praticien en hypnose ou autre pour pouvoir être percutant en utilisant les mots, tout simplement? Eh bien, écoute, pour moi, un des outils privilégiés d'intervention, c'est l'hypnose. Ouais. Donc, quand je parle avec quelqu'un qui a envie d'optimiser son activité, ou d'optimiser sa vie, je vais lui dire d'apprendre l'hypnose, parce que l'hypnose, c'est la vie. Mmh. C'est pas, pour moi, c'est pas une technique, l'hypnose, hein, c'est une philosophie. D'accord. Alors comment Derrière cette tu philosophie, définirais toi l'hypnose? Parce que c'est toujours, mais écoute, quand je fais des conférences sur l'hypnose, parce que s'il y a quelque chose que j'ai énormément fait dans le monde, c'est des conférences sur l'hypnose. Euh, Concrètement, ce que je constate ou ce que je remarque, c'est que les gens savent pas ce que c'est, parce qu'on a une mauvaise explication. L'hypnose, c'est deux choses.
L'hypnose, c'est à la fois l'état dans lequel on rentre, et donc Mmh. ça, on appelle ça l'état hypnotique, et c'est à la fois les outils qu'on utilise, tels que la rhétorique, tels que les métaphores, tels que le storytelling, tels que, je sais pas moi, les suggestions, les injonctions, enfin voilà, toutes les techniques que l'on peut mettre derrière. Et donc en fait, quand on parle d'hypnose, il y a souvent ce problème du départ qui est de dire, mais on parle de quoi? Est-ce qu'on parle de la technique ou est-ce qu'on parle de l'état dans lequel on rentre? Et si Mmh. dès le départ il y a ce bug entre guillemets, bah, du coup, on va pas, on fait déjà une erreur dès le départ sur le mot, sur le terme. Donc, il faut déjà se mettre d'accord sur, mais de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle de la technique ou est-ce qu'on parle de l'état dans lequel on rentre? Et déjà, si on se met pas d'accord sur ça dès le départ, c'est compliqué. Ce qui fait qu'on peut faire de l'état hypnotique sans forcément utiliser de technique, et on peut faire de la technique hypnotique sans forcément mettre quelqu'un dans un état hypnotique. Tu vois, donc Mmh. euh, oui, pour moi, il faut se former pour bien comprendre ce schéma, pour bien comprendre un petit peu ce côté très pragmatique de l'hypnose, mais il faut se former. Oui, c'est fondamental. Lire quelques bouquins sur l'hypnose, Mmh. ça va être sympa. Il y a plein de gens qui en font dans les cours de récré, des ados qui en font dans les cours de récré, ok, super, mais ils se rendent pas forcément compte de la puissance de l'outil, donc des fois ils peuvent faire un peu des bêtises. Et puis d'autres qui vont essayer de lire je ne sais combien de bouquins et qui vont jamais comprendre vraiment ce que c'est Mmh. fondamentalement. Alors du coup, pour, rentrer concrètement sur l'utilisation de l'hypnose, est-ce que tu pourrais donner déjà une petite astuce, une petite façon de faire? Par exemple, si une personne souhaite, mieux vendre un produit ou autre, quelque chose de pratico-pratique qu'elle pourrait mettre en place. Est-ce qu'elle a besoin de mettre la personne en transe? Est-ce qu'il y a besoin de faire des trucs complexes? Est-ce qu'il n'y a pas des petits trucs déjà pour cerner un petit peu l'utilisation, pratico-pratique? Alors, dans quel cas si quelqu'un a envie de vendre quelque chose? Voilà, par exemple, si on va sur ce type. Alors, si on va si on va sur cette structure, c'est vrai que si on parle de vente hypnotique, ça fait tout de suite peur. On va dire, voilà, la personne, elle va faire comme Mesmer sur scène, elle va m'hypnotiser et me faire acheter n'importe quoi. L'idée, en fait, c'est pas du tout ça. Mmh. L'idée, au contraire, c'est d'utiliser non pas l'état hypnotique, mais utiliser des structures hypnotiques. Alors, je vais m'expliquer. Qu'est-ce que c'est qu'une structure hypnotique? Une structure hypnotique, tout bêtement, vous avez plein de commerciaux ou plein de gens qui l'utilisent déjà sans forcément se rendre compte de ce que c'est. Si on parle par exemple de la double contrainte, hein, double contrainte, c'est une structure hypnotique, c'est ce qu'on appelle Mmh. l'illusion du choix. Les gens qui prennent les rendez-vous téléphoniques, ils l'utilisent tout le temps. Un exemple concret, c'est est-ce que vous préférez être appelé en début de semaine ou en fin de semaine? Est-ce D'accord. qu'une fois que la personne dit en début de semaine, on va lui dire vous préférez être appelé lundi ou mardi? Personne elle va dire lundi. Ok, plutôt le matin ou l'après-midi? Bah, l'après-midi. Plutôt début d'après-midi ou fin d'après-midi? Début d'après-midi. Plutôt 14h ou 15h? Plutôt 14h. Ok, on prend rendez-vous à 14h lundi prochain, etc. Et le rendez-vous, il a été pris en 20 secondes. Ça, Mmh. c'est ce qu'on appelle l'illusion du choix. C'est-à-dire qu'en fait, on va donner des choix, mais qui sont, euh, comment dirais-je, préétablis. Mmh. Et donc, l'avantage d'un système de ce type-là, c'est qu'on ne négocie plus sur le fait qu'on va être appelé, on va juste négocier sur le fait que c'est soit en début de semaine, soit en fin de semaine. D'accord. L'exemple qui n'a rien à voir avec la vente, mais pour montrer que ça marche dans la vie de tous les jours, c'est qu'avec des enfants avec qui c'est un petit peu difficile de négocier, on va utiliser aussi l'illusion du choix, la double contrainte, avec un exemple du type est-ce que tu préfères prendre ton bain avant ou après manger? En Mmh. fait, on ne négocie plus sur le fond qui est de prendre son bain ou de manger. On va donner l'illusion sur le fait que l'enfant a la possibilité de choisir entre avant ou après manger. D'accord. D'accord, très Donc, intéressant. ça, c'est une question de structure hypnotique. Et donc, quand on va faire de la vente, on peut tout à fait l'utiliser en disant, vous préférez signer maintenant ou après avoir relu votre contrat? Mmh. La personne, si elle dit maintenant ou si elle dit après avoir lu le contrat, là où il y a une nouvelle structure hypnotique, c'est qu'on va parler de présupposition. La présupposition, c'est que si elle dit après avoir lu le contrat, il y a une partie de son esprit qui a déjà dit oui, je vais le signer, mais après l'avoir lu. Mmh. Donc, on va augmenter le potentiel que cette personne signe le contrat. Ça ne veut pas D'accord. dire qu'à 100% ça va marcher, hein, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais en tout cas, on va dire il y a de plus grandes chances que ça fonctionne grâce à ça. Si on parle de page de vente de formation, on pourrait dire que Oui, finalement, la page de vente idéale, c'est une page de vente où il y a un texte hypnotique qui est le plus parfait possible. complètement, complètement. Si on parle de page de vente, oui, mais si on va sur du copywriting qui existe depuis que la Poste existe, hein, puisque les Ouais. Américains ont développé cette stratégie de copywriting depuis des années avant nous, infopreneurs, euh, c'était des lettres que les gens voyaient. Un copywriter qui était très puissant pouvait être payé des millions de dollars pour une seule lettre.
Mmh. Et une lettre, ça va contenir 2500 mots, tu vois. Mmh. Donc concrètement, le copywriter utilise des stratégies hypnotiques. Il y avait quelqu'un qui était très puissant là-dedans et qui en avait fait une formation, c'était Christian Godefroy, Oui. et qui avait appelé ça copywriting hypnotique. C'est une vieille formation, mais vieille formation. Je me souviens, moi, je l'avais acheté à l'époque. Et en fait, à l'intérieur, on ne retrouvait que des structures de type hypnose Ouais, pour fabriquer des pages de vente. Et à l'époque, c'était des lettres de vente. Parce qu'on tout n'était à pas fait, encore, on n'avait pas encore tout à autant fait. développé les pages de vente informatiques telles qu'aujourd'hui. C'était encore une fois beaucoup par la poste. Et aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'entreprises qui dépensent énormément d'argent pour créer la page parfaite, Mmh. pour soit faire inscrire quelqu'un sur Internet, soit que cette personne lui renvoie un chèque par la poste. Si on prend des exemples comme le Reader's Digest, qui a été un ouvrage qui s'est fait en des millions d'exemplaires, ça fait partie des ouvrages qui ont utilisé des copywriters pendant des années parce qu'ils fonctionnaient avec la poste. Ils Mmh. envoyaient une lettre pour que les gens s'inscrivent et c'était des lettres voilà, qui valaient très cher, mais parce qu'elles rapportaient énormément d'argent. Parce que si on paye un copywriter plusieurs millions de dollars, c'est parce qu'on sait que derrière, on va en gagner 20 fois plus, 70 fois plus, 100 fois plus. Tu vois. Donc, Ouais. les structures derrière sont uniquement des structures hypnotiques. Sauf C'est que on n'en parle pas de cette manière-là. C'est assez rare, si tu veux, qu'on en parle en parlant fondamentalement d'hypnose. Moi, parce moi qu'au j'aurais final, pas c'est été ça. formé en hypnose, je m'en serais pas rendu compte. Mmh. En fond, c'est ça finalement. C'est de Ah l'hypnose. mais c'est de l'hypnose, hein. C'est Ouais. de la structure hypnotique. En fait, on utilise les mêmes outils qu'un thérapeute euh, pourrait utiliser ou qu'un coach pourrait utiliser dans son cabinet. Sauf que le coach ou le thérapeute influence ou persuade son client à changer quand il a un problème. Parce que ça, c'est aussi une posture que moi j'ai un petit peu, on va dire, où je me dissocie peut-être un tout petit peu du politiquement correct. C'est pour moi, un coach ou un thérapeute, il faut être parfaitement conscient que c'est un commercial. Mmh. Sauf qu'ils ne vendent pas un produit. Ils vendent d'abord un service, mais ensuite ils vendent une idée. C'est-à-dire qu'en fait, son client, quand il vient avec un problème, Ouais. le coach ou le thérapeute qui va utiliser de l'hypnose ou des structures hypnotiques, il va en fait persuader son client, persuader son esprit à aller mieux. Mmh. Ce n'est que de l'hypnose. Mmh. Mmh. Mais c'est vendre une idée. Tu vois, quelqu'un qui vient en disant je fume, je sais pas moi, 2 paquets par jour et puis je veux arrêter de fumer. Moi, j'ai déjà eu des clients qui sont venus avec ce type de demande, hein, jusqu'à 2 paquets par jour. En Waouh. fait, on va leur vendre quoi comme idée? Le fait d'abord que c'est facile d'arrêter, alors tout le monde leur dit que c'est difficile. Mmh. Ensuite, on va leur vendre l'idée comme quoi eux, ils vont en être capables. Alors que souvent, leur entourage va dire ah, tu vas devenir chiant, tu vas être pénible, etc. Donc en fait, on les remplit d'idées négatives sur le fait que ça va être compliqué d'arrêter. Donc nous, on va leur vendre une idée qui est complètement à l'opposé. Mmh. Mais on leur vend cette idée. Et quand D'accord. cette idée, elle est acceptée par l'esprit, en fait, le changement, il va se produire extrêmement rapidement. Parce que ça, c'est l'avantage des structures hypnotiques. C'est que comme ça ne va pas toucher le conscient, mais que ça va toucher l'inconscient, eh bien, le changement va se produire extrêmement rapidement. Et si on en revient au sujet qui est la vente, c'est exactement la même chose. On sait aujourd'hui que quelqu'un qui veut acheter un produit, la décision, elle se prend en quelques secondes. Parce qu'elle se prend de manière inconsciente. Mmh. Pourquoi ça prend si longtemps ensuite après à se décider? C'est parce qu'on doit négocier avec notre conscient. Mmh. Et on doit lui raconter des histoires pour que on finisse par acheter le produit. Mais quelqu'un qui va décider entre deux voitures, il a déjà pris sa décision avant même d'avoir fait le chèque, etc. Il a déjà pris une décision extrêmement rapidement. Par contre, ensuite, le passage à l'action peut être extrêmement long. Pourquoi? Parce qu'en fait, sa décision Mmh. émotionnelle ne rentre peut-être pas en cohérence avec ses besoins quotidiens. Et là, il y a grosse négociation. D'accord, d'accord. Très intéressant. Donc du coup, et là, si on devait mettre la partie émotionnelle et rationnelle, la logique, la rationalisation. Alors rationnel et Mhm. rationalisation, c'est pas tout à fait la même chose, mais bon, pour simplifier, est-ce qu'on pourrait dire que la partie émotionnelle va plus se faire d'un point de vue inconscient et la partie rationnelle va se faire sur la partie conscient? Ou est-ce que tu... Complètement. Oui. Complètement. Il y a un livre très intéressant de Kahneman qui est un psychologue et ce personnage est assez particulier dans l'histoire notamment de la psychologie et notamment des prix Nobel parce que c'est un des seuls professionnels qui a eu un prix Nobel pas dans sa spécialité, mais dans une autre spécialité. Donc c'est Ah assez ouais, particulier joli. pour qu'on en parle, parce que c'est un psychologue qui a reçu en fait un prix Nobel dans la spécialité. Alors exactement, je te dirais,
commerce ou marketing, mais il n'y a pas de prix Nobel en commerce ou marketing, donc c'est en sociologie ou un truc dans ce goût-là. Et donc, ça n'a rien à voir, sociologie, psychologie sociale, je crois, un truc dans ce goût-là. Mais lui n'est pas de cette spécialité. Donc, il a écrit un livre qui est intéressant, qui s'appelle Système 1, Système 2. Et il va parler notamment de la vitesse de la pensée, en partant d'un principe que dans le système 1, c'est la vitesse lente, et dans le système 2, c'est la vitesse rapide. Et en fait, nous, si on en parle avec un mode plus hypnotique, on va à ce moment-là parler du conscient et de l'inconscient. L'inconscient, c'est la vitesse rapide, et le conscient, c'est la vitesse lente. Donc la vitesse rapide, c'est si je te dis 2 plus 2, tu vas me dire 4, hein, tu fais pas appel à ton conscient pour répondre ça. C'est quelque chose qui est engrammé depuis longtemps, tu fais appel à la partie inconsciente de ton esprit, donc à une forme de mémoire ou de mémorisation longue, où tu sais que 2 plus 2, c'est ça. Si je te dis 2 plus 2 moins 4 plus racine carrée de 6 plus 14, tu vas me dire, attends, Franck, t'es gentil, laisse-moi 2 minutes. Si t'es bon en maths, tu vas le faire de tête, mais il te faudra un peu de temps, et là, tu vas faire appel à la vitesse lente, donc à la partie consciente. Et si t'es pas bon, tu prends une calculette, mais il te faudra le même temps. Le temps d'appuyer sur les touches, de voir le calcul, etc. Ça, ce sont 2 vitesses dans notre cerveau. Vitesse lente et vitesse rapide. Vitesse lente, notre conscient. Vitesse rapide, notre inconscient. Quand on prend des décisions, on fait appel à la vitesse rapide. Notre décision, elle va immédiatement. Elle est prise tout de suite. C'est le côté émotionnel. Ça va immédiatement se mettre en place. C'est la partie inconsciente. Par contre, quand on va commencer à rationaliser, ah ouais, mais cette voiture, par exemple, je peux pas mettre les 2 enfants, ou c'est compliqué, il faut que je me penche, ou il n'y a pas assez de moteur, et alors que j'ai besoin, par exemple, de tracter du matériel, ou une caravane, ou une remorque, tout ça. Ça, c'est la rationalisation. Et là, je fais appel à la vitesse lente de mon cerveau, donc au conscient. J'en ai besoin, parce que mon conscient, il a cette illusion de devoir maîtriser la vie, hein, et donc j'ai besoin de prendre le dessus sur cette décision, mais fondamentalement, elle est déjà prise. La rationalisation, c'est comment on pourrait dire ça, c'est une illusion de notre esprit. Pourquoi? Parce que notre décision, de toute façon, est prise. Ce qui va se passer, c'est que derrière, on est plutôt dans une négociation de comment je fais pour me mettre d'accord avec ma décision émotionnelle. Mais celle qui finit par gagner, c'est de toute façon, on va dire dans 90% des cas, ça va être la décision émotionnelle. C'est pas la décision rationnelle, c'est souvent la décision émotionnelle, mais c'est pour ça que ça peut prendre longtemps, parce que quelquefois, on a du mal à négocier avec cette partie émotionnelle. C'est parce que la décision qu'on est amené à prendre, elle est vraiment pas rationnelle. D'accord. Donc, elle est difficile à prendre. Et si on est quand même obligé de la prendre, souvent, on va se sentir mal avec cette décision et on va pas être content. C'est-à-dire que si je suis obligé d'acheter une voiture qui est moche, mais parce qu'elle est plus pratique, en fait, cette voiture, je vais pas l'aimer, quoi. C'est-à-dire, je vais pas aimer la conduire, je vais pas aimer la prendre. Le fameux conflit interne, quoi. Et là, exactement, on se retrouve dans ce fameux conflit intérieur qui fait partie de 80% des séances de coaching ou de thérapie, parce que les gens se retrouvent régulièrement en conflit intérieur, c'est-à-dire qu'une partie émotionnelle veut prendre une décision, la partie rationnelle veut en prendre une autre, et du coup, il y a des accords. Soit la décision est jamais prise, soit la décision est prise, mais elle est difficile à assumer. Si on reste dans un contexte plus thérapeutique, une femme qui sait qu'elle n'aime plus son mari, que ses enfants sont partis, qu'elle n'est pas heureuse dans sa vie, etc., sa décision émotionnelle, c'est de partir. Mais la décision rationnelle, c'est j'ai pas d'argent, il faut séparer les biens, il faut séparer la maison, il faut séparer tout ça et tout ça et tout ça. La décision ne se prend pas, donc la personne, elle reste en place. Et elle va préférer sa zone de confort ou de mauvais confort, mais de confort, c'est-à-dire le fait de pas bouger, plutôt que de dire je sais que de toute façon il faut que je parte, donc je mets tout en œuvre pour partir. Et c'est plus rare. Si on devait le transposer à une page de vente classique, Oui. parce que j'ai vraiment en tête à chaque fois la page de vente idéale, Oui. est-ce qu'on pourrait pas imaginer que finalement, en fait, on fait tout le premier travail qui est travail sur le côté émotionnel, et après il y a souvent une phase de réponse aux objections qui est de réponse à la rationalisation et d'arriver à donner des prétextes à la partie émotionnelle. Alors en fait, non. En fait, non. En fait, comment ça va se passer? Ça va se passer un peu comme, moi, c'est ce que j'appelle le Grand Canyon. Notamment le Grand Canyon, tu vois, ça fait partie des choses que j'ai beaucoup enseignées aux commerciaux, que j'ai beaucoup enseignées aux dirigeants qui sont en train de vendre des idées, parce qu'en fait, qu'on vende un produit, un service ou une idée, c'est exactement le même processus. Et donc, quand on fait une page de vente, on doit passer dans le même processus. C'est que d'abord, on va avoir ce qu'on va appeler l'accroche. C'est-à-dire qu'en fait, si tu regardes une page de vente qui est bien construite, d'abord, il y a une promesse. Cette promesse qui va d'abord impacter émotionnellement la personne parce que ça va tout de suite lui parler de son désir le plus important. C'est même limite instinctif, puisque tu vas aller… C'est instinctif. Ouais, c'est instinctif. C'est quelque chose soit qui va déclencher de la curiosité,
Mmh. parce que la curiosité, ben, c'est un moteur extrêmement puissant. Et surtout, alors, c'est pas la curiosité qui est un moteur, c'est l'envie de savoir qui est un moteur. Ouais. Mais l'envie de savoir est générée par la curiosité. Hein. Donc D'ailleurs, là, tu on est sais que dans un j'ai fait des cercle tests il y a pas très vertueux. longtemps et je confirme que finalement une accroche, curiosité va convertir mieux à lire la suite qu'une accroche qui serait plus orientée, aller vers le plaisir ou, éviter la douleur. Donc même là Complètement. ouais, donc toi tu le reconfirmes? Complètement. Mmh, Ah, super. je te le reconfirme à chaque fois. Pourquoi? Parce que, par exemple, quand, tu vois, j'enseigne à faire des pitchs, un des pitchs les plus efficaces, c'est ce qu'on appelle le pitch en questionnement. Ouais. C'est-à-dire que, si quelqu'un me dit: «Bah, Franck, tu fais quoi dans la vie?» Si je suis dans un atelier, si je suis dans un club d'affaires ou quoi que ce soit, les gens vont me dire: «Beh, qu'est-ce que tu fais dans la vie?» Et si je leur réponds, en fait, trop précisément, bah, en fait, la personne, elle est tellement nourrie qu'en fait, elle va vite passer à quelqu'un d'autre. Je dis, Mmh. ben voilà, moi je suis coach et j'aide des dirigeants à développer leur chiffre d'affaires pour être plus heureux dans leur vie. Ok, ça y est, hein, globalement, un pitch très, c'est ce qu'on va appeler un pitch Twitter. Je suis qui, j'aide qui, à faire quoi, pour obtenir quoi. Un Mmh. truc plus classique. En fait, la personne est tellement nourrie par ma réponse que bah, il n'y a pas vraiment d'intérêt à me poser des questions. Mmh. Ouais, vas-y. D'accord. Ah d'accord. Par contre, ah ouais, d'accord, ok, super. Et toi, et elle va s'orienter vers la personne à droite ou à gauche et dire, et toi alors, tu fais quoi dans la vie? Et puis ça y est, elle est déjà passée à quelqu'un d'autre. Par contre, si quelqu'un vient me voir en me disant, bon, Franck, tu fais quoi dans la vie? Et que je lui pose, bah, écoute, moi, mon business, c'est de permettre aux gens d'avoir tellement d'argent qu'ils peuvent changer de voiture quand ils veulent. Mais ça marche aussi pour les maisons, par exemple. La personne, elle me dit, attends, en lui disant les voitures, il s'est dit peut-être que c'est un vendeur de bagnole, et puis d'un coup, je lui dis, mais ça marche pour les maisons. Il peut pas être vendeur de bagnole et de maison en même temps. Euh, attends, je comprends pas. Attends, c'est quoi? Et là, il a envie d'en savoir plus, Et parce là, que tu j'ai fais les généré blagues. chez lui une interrogation. Il y a un vrai bug. Alors ça, c'est ce qu'on appelle aussi une interruption de pattern. Ça, c'est aussi un schéma hypnotique, c'est-à-dire qu'il s'attendait tellement à ce que je lui donne une réponse normale que le fait de lui donner une réponse qui ne soit pas normale, ben, le met en bug. Donc, ça crée chez lui un besoin de compréhension et donc il va automatiquement me poser la question. Je dis, attends, franchement, je comprends pas. Tu fais quoi exactement? Et là, à ce moment-là, ça me laisse le champ libre pour aller beaucoup plus enfin, il me donne un mandat pour me livrer beaucoup plus et pour donner beaucoup plus d'informations. Mais même si là, je suis beaucoup plus long, et que je prends, je sais pas moi, 5 ou 10 minutes pour lui répondre, en fait, il acceptera de me donner 5 ou 10 minutes parce qu'il m'a donné le mandat pour avoir une explication. Mmh. Par Mmh. contre, si dès le début, je prenais 5 ou 10 minutes pour expliquer qui je suis, bien à ce moment-là, la problématique, elle serait inversée. C'est-à-dire qu'en fait, il me trouverait soit pénible, soit chiant, parce qu'en fait, il m'a pas autorisé à prendre autant de temps pour lui expliquer ce Mmh. que je fais. Intéressant. Très Tu intéressant. comprends? Donc, dans une page de vente, ben, tu as une accroche. Cette accroche, si elle est curieuse ou si elle est difficile, etc., à comprendre, bah, c'est plus intéressant parce que ça va donner envie d'aller plus loin. Ouais. Et donc, en fait, après, il va se passer quoi? Ben, après, il y a toute une partie où il faut générer de la frustration. C'est-à-dire qu'en fait, on va lui parler de maintenant et des difficultés qu'il a. Mmh. Et là, en fait, c'est souvent la difficulté des experts dans une page de vente, c'est de savoir parler parfaitement de son client. Pourquoi? Parce que quand on est un expert, ben, souvent, on a les outils pour ne pas être dans la même galère que ses clients. C'est Oui. d'ailleurs plutôt une bonne nouvelle, parce que si on est dans la même galère que ses clients, c'est quand C'est même vrai. compliqué. C'est clair. Donc, en tant qu'expert, on est plutôt là avec des solutions en disant, ben, soit moi, par exemple, alors, tu vois, par exemple, un expert, combien tu vois d'experts sur Internet qui vont dire, ah, moi, je suis un ancien timide, donc j'ai créé plein de techniques pour ne plus jamais être timide, etc. Bon, voilà, c'est le cas classique. Ou alors, ben, moi, j'avais pas de clients au début de mon activité, donc j'ai mis plein de stratégies en place pour aujourd'hui avoir plein de clients, etc. Combien tu as des experts combien t'en as qui aujourd'hui se présentent comme ça? C'est-à-dire leur légende personnelle, c'est j'étais dans la merde, j'ai mis en place des outils, je le suis plus. Mmh. Mais en réalité, t'en as combien qui ont vraiment vécu ça? Pas beaucoup. Oui. C'est pour ça qu'on appelle ça des légendes. Ouais. Pourquoi? Parce que en réalité, souvent c'est des gens qui instinctivement savaient déjà faire et dès le début, souvent étaient déjà bons puisque ce sont des Ouais. experts. Ouais. D'accord? Mais ça marche beaucoup moins bien quand tu le fais comme ça, bizarrement. Oui. C'est-à-dire que souvent, quand tu vas le présenter de cette manière, tu vas avoir des gens qui vont dire, bah oui, mais si lui, il est déjà bon à l'origine, je peux donc pas m'identifier à lui. Si je peux pas m'identifier à lui, je peux pas acheter son produit parce que ce qui a marché pour lui ne marchera pas pour moi parce que lui, il était déjà bon à l'origine. Tu me Mmh. suis toujours? Ouais. Donc,
la plupart de ces experts vont plutôt, entre guillemets, mentir éthiquement, on va dire comme ça, c'est-à-dire mentir dans un sens de je veux quand même obtenir quelque chose de bien pour mon client, donc je vais lui mentir, mais pas pour le blesser ou pour lui faire du mal, c'est juste pour qu'il soit plus, euh, qu'il arrive plus à s'identifier à moi. Eh bien, à ce moment-là, je vais me présenter comme quelqu'un qui a vécu des difficultés les mêmes que lui, pour qu'il s'identifie à moi, et en lui disant, tu vois, t'es pas le seul à galérer, parce que moi aussi, au début, j'ai galéré. Mmh. Mmh. D'accord. Et comme moi aussi, au début, j'ai galéré, tu vois qu'en mettant en place ces outils-là ou ces techniques-là, maintenant, je m'en sors. Donc, si tu fais pareil, tu t'en sortiras aussi. Ouais, complètement. Mmh. D'accord. Donc là, on va lui parler de sa frustration. C'est-à-dire que la deuxième étape, c'est vraiment de parler des frustrations, des difficultés qu'il a. Et il faut vraiment en parler tellement bien que cette personne, elle a vraiment l'impression de s'y croire, vraiment l'impression d'y être. Mmh. Et une fois qu'on a fait ça, c'est là où on va commencer à parler des solutions. On va commencer à parler de ce qui marche, de comment il faut le faire, de ce qu'il faut mettre en place, de voilà ce qu'il faut transformer, voilà ce qu'il faut changer. Et au fur et à mesure où cette personne va lire ça, elle va commencer à avoir des objections. Et là, c'est son conscient qui n'est pas d'accord. C'est-à-dire que c'est son conscient qui va commencer à dire ça peut pas être si facile, ça marchera pas pour moi, j'ai pas l'argent pour le faire. Enfin, toutes les objections, en gros, il y a 5 grands types de suggestions. J'ai pas assez confiance en lui, sa technique, elle fonctionnera pas pour moi, etc., etc. Tu vois, donc, il y a 5 grandes catégories. Et une fois qu'on a identifié, parce que ça, il faut le faire en amont quand on fait une page de vente, quand on a toutes ces objections en tête, eh ben, après, on va faire la réponse aux objections. C'est-à-dire qu'on lui a donné des solutions. Là, dans sa tête, se créent des objections. La troisième partie, c'est je réponds aux objections. Enfin, plutôt la quatrième partie, parce que première partie, c'est l'accroche. Deuxième partie, c'est les frustrations, les grosses difficultés qu'il a. Troisième partie, c'est le début de l'argumentation. Quatrième partie, c'est la réponse aux objections. Et la cinquième partie, c'est comme par miracle, ça coûte pas cher. Voilà voilà mon formulaire de vente. Tu peux acheter mon produit quand tu veux. Ouais, super, super intéressant. Ou alors c'est ce qu'on appelle un appel à l'action. Ça veut dire télécharge mon e-book, télécharge mon cadeau, télécharge mon truc. Enfin voilà, c'est ce qu'on appelle le call to action. C'est l'appel à l'action qui est à la fin. C'est souvent la cinquième étape. Ce qui est intéressant aussi, c'est que sur ce circuit-là, on est aussi dans une dynamique, dans une espèce de parcours émotionnel où il y a surprise, émotion plutôt basse, désagréable, puis après solution espoir, émotion positive, puis après le rationnel revient avec les objections et hop, ça va pas et en même temps je me sens un petit peu agacé et puis après apaisement et là excitation de l'achat. De l'achat. Et en fait, dans la partie objection, ce qui est intéressant dans les objections, c'est qu'on a un vrai mélange entre la rationalisation et l'aspect émotionnel. C'est-à-dire que ce n'est pas que de la rationalisation, les objections. Pourquoi? Parce que, par exemple, moi, ce que j'enseigne à mes clients quand ils suivent mes formations sur la vente ou comment développer un processus de vente, je leur apprends une chose qui est fondamentale, c'est qu'une objection, c'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est quelqu'un qui me dirait non et qui me mettrait pas d'objection, ça, c'est pas une bonne nouvelle. Pourquoi c'est pas une bonne nouvelle? Enfin, c'est pas une bonne nouvelle. Si, c'est une bonne nouvelle. J'ai identifié que c'était pas un client pour moi. Donc, ça reste une bonne nouvelle. Je vais pas perdre de temps et puis je vais m'en aller voir quelqu'un d'autre. Mais quelqu'un qui me donne une objection, si je me cantonne au nom de l'objection, je peux pas avancer. Alors que le nom, en fait, est une information exceptionnelle pour savoir qu'est-ce qui continue à bloquer chez lui. Parce que souvent, un non, une objection, cache un oui. Ouais, c'est intéressant ça. Putain, et tant que ça, je l'ai pas compris, et tant que ça, moi, pour vendre des prestats, pour vendre des outils, pour ce que tu voudras, tant que j'ai pas compris qu'une objection, c'était un oui déguisé, en fait, je m'arrête au non, je m'arrête à l'objection et je peux pas continuer à avancer. Ouais, putain, ouais. Ah, très intéressant ça. C'est vrai, j'avais jamais vu sous cet angle-là, quoi. Finalement, oui, parce que s'il pose l'objection, s'il questionne déjà à cet instant. S'il questionne, ou s'il veut lutter contre toi, c'est qu'il a besoin d'en savoir plus. C'est qu'il y a un truc, ouais. Sinon, il n'irait pas jusque-là. J'ai perdu mon casque. Est-ce que tu m'entends à nouveau? Ouais, je t'attends à nouveau. Ouais, je vais faire un clap. Je me suis levé et j'ai embarqué le casque. Donc, oui, ce que je te disais, c'est qu'à partir du moment où la personne elle est en lutte contre toi et qu'elle a envie de te démontrer que ton argumentation ne fonctionne pas, c'est qu'elle s'intéresse déjà au produit et qu'elle s'intéresse à toi.
c'est qu'il se passe quelque chose, une espèce de conflit interne chez la personne. Parce que finalement, si elle est en lutte, c'est toujours pareil, c'est le miroir extérieur. C'est que c'est une lutte de soi avec soi, plus que de soi avec. Complètement. Mmh. Ah, mais complètement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'en fait, moi, j'adore la vente. Pourquoi? Parce qu'en fait, enfin, j'adore la vente. J'adore et à la fois, je déteste. Parce que alors, je vais être plus concret par rapport à ça. Parce que si je structure pas ma Ah, il pensée, va là, falloir que c'est tu nous mort. expliques. Si je structure pas ma pensée, là, c'est mort. Je déteste la vente, mais j'adore me laisser acheter. Ouais. Mmh. Et il faut comprendre une chose, c'est que les gens détestent qu'on leur vende quelque chose, mais ils adorent acheter quelque chose. C'est vrai. C'est vrai. Et donc, quand je vends quelque chose à quelqu'un, cette personne, elle va se mettre en mode protection quasiment immédiatement. Mmh. Quasiment immédiatement. C'est un truc qui est vraiment de l'ordre de la survie. C'est-à-dire que elle te voit arriver avec ses gros sabots, avec tes gros sabots, et donc elle dit, il vient de vendre un truc, donc c'est bon. Quand j'ai mes clients, je prends l'exemple de dirigeants, d'entrepreneurs, de coachs, de thérapeutes qui vont dans des clubs d'affaires, ils vont discuter avec quelqu'un. Une des premières choses que je leur enseigne, c'est ne vends jamais ta prestation à la personne avec qui tu es en train de parler. Jamais. Par contre, tu dois lui en parler tellement bien, tellement fort, avec tellement de passion, avec tellement d'imagination, que c'est à tout son réseau que tu dois vendre tes prestations. Mmh. Donc, tu ne vends jamais ta presta à la personne que tu as en face de toi, mais tu dois considérer cette personne-là comme ce qu'on appelle un évangéliste. Enfin, moi, c'est comme ça que je les appelle. Un évangéliste, c'est quelqu'un qui porte la bonne parole. Ça veut dire que moi, si je dois te vendre à toi, imaginons de la prestation pour des conférenciers, où je vais te dire, ben voilà, je suis en train de mettre en place un produit pour aider les conférenciers à développer la rhétorique hypnotique pour être encore meilleurs sur scène et pour être capable de persuader encore plus leur audience, soit dans un but de motivation, soit dans un but pour leur vendre quelque chose. Mmh. En fait, je vais t'en parler à toi de manière tellement forte que je sais que toi, tu montes sur scène, mais à aucun moment, je te dirais, écoute, Nico, tu serais intéressé pour que je te coach à monter sur scène et être encore meilleur? Pourquoi? Parce que tu connais plein d'autres de gens capables de faire ça, parce que tu vas de toute façon rentrer en mode, ouais, il veut me vendre sa sauce, etc., machin truc. Par contre, si je t'en parle de manière tellement fun, tellement intéressante, tellement passionnante, en te donnant peut-être des exemples, soit de gens que j'ai déjà coachés, soit des exemples de qu'est-ce qu'il est possible de faire sur scène, etc., etc., en fait, tu vas presque m'en vouloir de ne pas te les proposer. Mmh. C'est-à-dire, mais tu sais, moi, je monte sur scène, moi. Pourquoi tu m'en parles pas à moi? Parce que moi, ça peut m'intéresser. Mmh. Parce que plus je ne m'intéresse pas à toi, plus tu vas être vexé du fait que je ne m'intéresse pas à toi. Ouais. Ouais. Et là, on joue sur l'ego aussi, qui est un très Et, fort levier, hein. et c'est un énorme levier. J'ai besoin et j'ai envie qu'on s'intéresse à moi. Donc, moins tu t'intéresses à moi, plus je dis, c'est bien, mais moi aussi, je monte sur scène. Moi, ça peut m'intéresser. D'accord? C'est marrant, c'est pas mal. Et si toi, tu montes pas sur scène ou si toi, ça t'intéresse pas, dans ton réseau, tu connais plein de gens qui montent sur scène. Ouais. Et la prochaine fois que tu as un mec qui veut dire, putain, j'aimerais bien améliorer mon storytelling sur scène, etc., tu veux dire, et tu sais quoi, il faudrait que tu appelles Franck. Parce que Moi, Franck, il fait exactement ça. ouais. J'avais pas vu la partie ego, tu vois, frustration, mais c'est vrai que naïvement, le premier truc, c'est effectivement, si tu me parles de ton activité et la prochaine fois que je vois quelqu'un qui est mal à l'aise sur scène ou qui ne sait pas parler ou qui a envie de s'améliorer, je dis, ah, mais va voir Franck, va voir Franck. C'est ça. Tu le connais pas, mais je vais te filer son contact, tu vas voir, il est bon. Et du coup, moi, comme tu dis, évangéliser, donc j'amène la personne à toi, mais finalement, c'est toi qui a fait la démarche initiale de me planter cette graine-là dans la tête. Exactement. De l'évangélisation. Ouais, c'est intéressant. C'est-à-dire que si on veut être tout à fait exact, en plus, on parlera de pré-évangélisation. Parce que l'évangélisation dans la structure marketing d'un produit ou d'un service, c'est le bouche à oreille. C'est-à-dire quelqu'un qui concrètement a aimé ton produit ou ton service. C'est-à-dire moi, je t'ai déjà coaché, donc je t'ai évangélisé. D'accord? La pré-évangélisation, c'est qu'en fait, tu n'as jamais bossé avec moi, mais quand même, tu vas dire du bien de moi. Pourquoi? Parce que soit tu en as entendu parler, soit parce que on s'est eu au téléphone, on en a parlé, et puis voilà, ça s'est bien passé. Ça, c'est de la pré-évangélisation. Si on veut vraiment être parfaitement précis, hein, mais ça, c'est plus pour ton audience, mais si on veut être vraiment parfaitement précis, c'est de la pré-évangélisation. Parce que l'évangélisation, parmi les premiers à l'avoir fait, c'est peut-être pas forcément les premiers, mais parmi les premiers, c'était Apple qui avait tout un service d'évangélisateur. Il y a quelqu'un qui s'appelle Guy Kawasaki, qui est un personnage assez extraordinaire aujourd'hui dans tout ce qui est le développement des startups, etc. aux États-Unis, parce qu'il a quitté Apple pour aujourd'hui s'occuper notamment des start-upers et de tous les gens qui créent ce genre de choses. Il a écrit plein de bouquins là-dessus. Ouais.
Et Guy Kawasaki, il parle de ça, c'est l'évangélisation, c'est la personne a acheté mon produit, elle a aimé, elle en parle bien. Mais quand je fais ça en mode pré-évangélisation, c'est-à-dire que cette personne n'a jamais parlé de moi, mais en fait, elle est déjà évangélisée alors qu'en fait, elle n'a jamais acheté mon produit. Si tu savais le nombre de gens, mais ça t'est arrivé aussi, le nombre de gens qui sont venus bosser avec nous alors la personne qui leur a dit va voir Franck ou va voir Nicolas n'a jamais travaillé avec nous, mais ça se passe tout le temps. Mmh. Mmh. Tout le temps. Et Ouais. quelqu'un qui va suivre ton podcast, qui va écouter ton podcast, qui va trouver que tes questions sont intelligentes, que les gens, par exemple, que tu vas inviter, ils sont sympas à écouter, etc. Ça fait monter ton autorité. C'est ça aussi, ça sert à ça aussi, évidemment, de faire des interviews, etc. Tu vas faire monter cette autorité. Donc, tu vas t'appuyer sur cette autorité pour que cette personne croie en toi. Ouais. Le lendemain, quand quelqu'un va avoir besoin d'une formation, et toi, tu es très bon en énéagramme, en PNL, en hypnose, etc., donc quelqu'un va avoir besoin d'une formation dans cette structure-là, elle va penser à toi. Ouais. Ouais, complètement. Et Toi, pourtant, elle n'a jamais bossé avec toi. tu utilises beaucoup je sais que tu es pas mal spécialiste de cette partie aussi justement de stratégie pour se faire connaître comme ça de façon. Alors, moi, j'aurais tendance à dire viral, mais viral, c'est un mot du web, mais plus un Du web, de la digitalisation. Mais moi, j'ai commencé à former les gens en local. Pourquoi? Parce que quand j'ai installé mon cabinet, c'était il y a 13 ans à peu près. Internet, je ne vais pas dire que ça n'existait pas. Putain, les gens qui vont écouter, ils ont l'impression que je suis un dinosaure, quoi. Il y a déjà ma fille, tu vois, qui a 3 ans et demi, qui a déjà l'impression que je suis un dinosaure. Donc, si je commence en plus à avoir cette image, c'est mort. Mais j'utilisais pas Internet, ça n'existait pas. Les pubs Facebook, ça n'existait pas. Les webinaires, ça n'existait pas. YouTube, c'était les prémices. Enfin, tu vois, c'était vraiment, on développait pas des choses comme ça là-dessus. Donc, quand j'ai développé mon cabinet, j'avais pas les stratégies aujourd'hui qu'on présente comme étant exclusives. C'est-à-dire, si tu écoutes les marketeurs d'aujourd'hui, ils te disent aujourd'hui, pour développer un cabinet, un business, n'importe quoi, tu as Internet. Et si tu n'as pas Internet, tu es mort. Oui. Tous, ils ont ce langage. OK. Moi, il faut m'expliquer comment les gens ont fait avant qu'il y ait Internet, quoi. Exact. Sérieux. Comment les gens trouvaient des clients avant qu'il y ait Internet? Moi, je sais pas comment ils faisaient. Je vais te donner la petite anecdote. Mon père était artisan plâtrier et lorsqu'il s'est Ouais. lancé, il n'avait même pas le téléphone chez lui. Et pourtant, il a réussi à vivre de son activité dès le départ. Non, ça, Nicolas, c'est une illusion. Ça, c'est sûr que non, il n'a pas pu. C'est parce que quand tu écoutes les gens d'aujourd'hui, il n'a pas pu. C'est pas possible. Ça n'existe pas. Comme il n'avait pas Internet, de toute façon, c'est pas vrai. Il n'a pas pu développer le business. Mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Internet, ça a quoi? Ça a 10 ans maximum dans le marketing. Même pas. Ça a 8 ans. Et même, je crois que même si je dis 8 ans, je suis vraiment. L'Internet tel que développé là aujourd'hui, faire des webinaires, faire des pubs, envoyer des gens, récupérer les emails, les recontacter et leur vendre des processus en ligne, des choses comme ça a quoi? Ça a 5 ans. Ouais, Ça a 5-6 ans. Moi, je me rappelle des premiers masterminds qu'on faisait à l'époque. C'était organisé par Olivier Seban. On faisait ça à Miami. On était partis plusieurs fois avec des infopreneurs. On était une trentaine, une quarantaine d'infopreneurs. C'était parmi les premiers, on va dire les leaders. Mais c'était il y a quoi, 5 ou 6 ans, tu vois. Avant, on faisait pas du tout ça. Ça se faisait pas, mais pas du tout. C'était vraiment des cas particuliers, quoi. C'est ça. Et les gens, ils avaient quand même des cabinets, ils avaient des thérapeutes, ils avaient des clients, etc. Par contre, je me souviens de certains thérapeutes, quand moi je les ai interrogés en commençant, qui me disaient, ouais, pour créer une patientèle, il faut au moins 2 ans. Putain, au début, quand j'ai créé mon activité, je me dis, mais moi, 2 ans, enfin, j'ai pas la trésorerie pour tenir 2 ans sans clientèle ou sans patientèle, c'est pas possible. Et c'est là où je me suis rendu compte que non, c'est juste que la plupart, ils n'ont pas les bonnes stratégies. C'est-à-dire, ils attendent que des clients soient contents de ce qu'ils ont fait pour qu'ils parlent d'eux, etc. Ce qu'on appelle le fameux bouche-à-oreille. Mais dans la croyance, on va dire populaire, la croyance inconsciente, le bouche-à-oreille, c'est comme un resto. C'est-à-dire que j'en parle que quand j'y ai bien mangé. Sauf que dans la réalité, c'est pas vrai. Combien de fois as-tu, ou les gens qui t'écoutent, combien de fois avez-vous parlé d'un restaurant dans lequel vous avez jamais mangé? Mais comme vous en avez entendu parler par un copain, par un article dans le journal, par une pub, par machin, par ci, par là, par truc, vous dites tiens, tu devrais aller à tel endroit parce qu'il y a un nouveau resto, il a l'air super. Ou alors voire même pire, il est super. Ah bon, tu as déjà mangé? Non, mais on m'a dit que c'était super. Et ça s'appelle du bouche-à-oreille. Et pourtant, le client n'y a jamais mangé. Mais il crée quand même du bouche-à-oreille. Eh bien, quand j'ai développé mon activité, j'ai fait que ça.
Moi, mon cabinet, j'en parlais tous les jours, tout le temps, sans arrêt. Je faisais plein de conférences, et c'était Mmh. pas des conférences sur Internet, on n'avait pas la technologie à l'époque, donc c'était des conférences en face à face. J'invitais les gens à venir dans une salle, ils payaient un tout petit peu pour être sûr qu'il n'y avait pas les gens qui avaient vu de la lumière et qui étaient rentrés, les gens qui s'y intéressaient un petit peu, et je faisais un sujet, c'était le plus basique possible. Je me rappelle encore le titre. Qu'est-ce que l'hypnose? T'imagines, hein, j'ai été chercher loin. Hein. J'étais quoi? Je faisais de l'hypnose dans mon cabinet. Je fais une conférence sur qu'est-ce que l'hypnose. Et je faisais des conférences où il y avait en moyenne 100, 150. La plus grosse conférence que j'ai dû faire sur Limoges, il y avait peut-être 200 personnes. Je me souviens d'une salle, les gens, ils attendaient dehors. C'est-à-dire qu'on avait été obligé d'ouvrir les fenêtres. Heureusement, c'était à belle période, mais on était obligé d'ouvrir les fenêtres parce que les gens, ils étaient sur le parking pour écouter la conférence qui était dans la salle. On Mmh. n'avait plus assez de place dans la salle. Waouh, Tu vois, il n'y avait pas besoin d'avoir des webinaires pour faire ça. c'est clair. Tu vois, j'en parlais à tous les gens que je voyais. Je leur disais, je fais une conférence à tel moment, à tel endroit, à tel truc. Je faisais des flyers que je distribuais un petit peu à droite, à gauche, etc. Et on connaît l'efficacité d'un flyer. Hein, c'est à peu près du 1 pour 1000. Hein, c'est-à-dire pour 1000 flyers distribués, tu as une personne qui va le lire. Donc concrètement, bah, il fallait en éditer quand même un petit paquet. Mais c'est surtout, je profitais que les gens parlent et les gens aiment parler. Ils Ouais. sont tout le temps à la recherche de nouveaux sujets. Donc il faut juste leur en donner des nouveaux sujets. Ouais, intéressant, intéressant. Et après, ça se viralise progressivement, quoi, petit Bah, à quand tu as petit. 150 personnes dans la salle qui viennent écouter quelqu'un qui parle de l'hypnose, si tu es un peu passionné par ce que tu fais, que bah, Ouais. même si tu démarres, mais que tu es passionné, que tu leur expliques que tu as des solutions pour qu'ils aillent mieux dans leur vie, etc., sur 150 personnes, si tu n'arrives pas à signer 10 personnes, et 10 clients, si tu leur fais 2 ou 3 séances à chaque fois, ça fait 30 séances. Si vraiment en utilisant aussi des mots liés à l'infoprenariat, au business de la connaissance, c'est que le taux de conversion, ce qu'il faut voir, c'est que le taux de conversion, donc comment avoir du client ou un prospect qualifié lors d'une conférence en présentiel, il est beaucoup, beaucoup plus haut qu'une conférence en ligne parce que les Ah, personnes il qui est sont énorme. là te voient en Ah, direct. il est énorme. Il est énorme. Concrètement, aujourd'hui, moi, à l'époque où je faisais des webinaires sur le web, enfin, quand les webinaires, entre guillemets, cartonnaient, même si aujourd'hui, ça reste un bon moyen de vendre, mais quand ça cartonnait, on faisait quoi? Du 10% sur 100 Et personnes encore, qui étaient présentes dans le. c'est le haut du panier, hein. Et c'était le haut du panier, hein, moi, les conférences que je faisais, enfin, les webinaires que je faisais à l'époque, j'avais deux chiffres importants. J'avais 30-35%, c'était le nombre de gens qui étaient présents, c'est entre ceux qui s'enregistraient, ceux qui venaient, il y C'est avait ça, 35%. c'est ça. Donc ça, c'était la moyenne. Oui. Donc il y avait 100 personnes qui laissaient leur email pour participer au webinaire. Il y en avait que 30 ou 35 qui étaient vraiment présents. Tu sais que moi j'ai connu une période qui était encore avant. J'avais les mêmes chiffres que toi sur les webinaires que je faisais l'année dernière, mais j'avais connu une période faste quelques années auparavant où c'était 50%, quoi. Ouais, c'est ça. Casser la Ben gueule. ouais, c'est ça. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'ils sont tellement sollicités. T'as des webinaires, t'as 4 webinaires tous les soirs. C'est clair, c'est clair. Tu en as même qui ont basé un business model sur lequel eh ben, tu as toutes les semaines, tu sais que tu vas avoir 2, 3 webinaires avec des conférenciers différents et gratuitement. Donc Ah, complètement. ouais, Et ça, le problème, c'est qu'ils ne se sont pas rendus compte que ben, ça cassait le marché. Pourquoi? Parce que ouais, plus tu fais de l'offre, plus les gens, d'abord, plus les gens du gratuit, moins ils vont acheter, hein, forcément. ouais, Et puis plus les gens sont sollicités, ben, comme les publicités. Combien de fois, moi, je passe à côté de publicités sans les voir? Il suffit ouais. de marcher dans la rue pour voir qu'il y a des pubs de partout. Mais il y en a tellement qu'en fait, t'es même plus impacté ou tu ne vas l'être que inconsciemment. Ouais, comment ça s'appelle? Blindness, il y a un nom technique à ça, je sais plus, un terme psychologique. Ah ben, c'est la cécité d'attention, c'est-à-dire que Voilà, attention blindness. Ouais. tu vois Ça, plus les. à l'américaine, ça fait plus cool. C'est ça. Et moi, La je suis moins bon. cécité d'attention. Mais on est là-dedans, c'est-à-dire que comme tu es attentif à quelque chose de particulier, tu es aveugle à tout le Ouais, reste. ouais, Donc, si tu es en train de regarder ton téléphone, tu n'es plus attentif aux pubs qui sont autour. c'est Donc, clair. plus il y a de la sollicitation, moins ça marche. Ouais, intéressant. Et ça malheureusement, c'est un vrai, vrai gros problème. Euh, c'est même plus qu'un gros problème, c'est un énorme problème. Ouais, Parce que plus les gens ont des webinaires, moins ils sont sollicités. Moi, mes webinaires fonctionnent moins bien, tellement moins bien que d'ailleurs, ça me gonflait un moment de les faire. Et en fait, je me suis rendu compte que de revenir au physique, je gagnais plus d'argent. ouais, ouais, Donc, ouais. il y a eu une période 2015-2017 qui était vraiment une belle période informatique, digitalisation, c'était cool et tout ça, c'était un peu dans l'automatique et tout, c'était bien. Euh, et puis, mi-2017, moi, je me suis ennuyé de la digitalisation.
D'abord parce Ouais. que moi, je suis un formateur et un coach, Ouais, donc toi, moi, tu ce aimes que bien j'aime, c'est d'avoir les le gens en contact face. humain aussi, ouais. C'est Moi, vrai. j'en ai besoin. Mmh. Moi, j'en ai besoin. Je sais que j'en ai besoin, même quand j'ai des clients qui achètent des produits numériques, Ouais. je leur vends énormément de présentiel. Tu vois, d'ailleurs, cet après-midi, là, j'ai un mastermind avec un groupe. On va utiliser un outil pour se voir, un peu comme Skype, mais ça s'appelle Zoom. On va utiliser cet outil-là pour se voir parce que j'en ai besoin. Moi, je leur Ouais. en vends beaucoup. Je leur ajoute beaucoup de présentiel parce que moi, j'ai besoin de ça en tant que formateur pour mieux aider mes clients parce que je reste quand même convaincu que seul devant une vidéo, au bout d'un moment, tu as vraiment une perte de motivation qui est intense et que si mes clients sont pas contents de ce qu'ils apprennent avec moi, ils vont pas, d'abord et d'une, ils vont pas me racheter d'autres programmes et de deux, ils vont dire du mal de ce que je fais. Donc, ça ne va pas booster mon bouche-oreille. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien leur donner énormément de contenu, énormément de présentiel. Et même on va dire, les dinosaures du web marketing, ils s'en rendent compte. Ils font de plus en plus d'ateliers, de plus en plus Ouais. de journées live. Ils Mmh. offrent de plus en plus de contenu physique parce qu'ils se rendent compte que les clients, ils reviennent énormément à ça. D'abord parce qu'ils en ont besoin. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est cette dynamique-là. C'est à un moment donné, tellement de personnes font ça, qu'à un moment donné, il y a un essorage, comme à l'époque des courriers postaux. Tu te rappelles cette époque où tu avais Ah ben, 10 prospectus dans ta boîte aux lettres? Aujourd'hui, il y a plus rien quasiment, quoi. ah bah oui, parce que les prospectus aujourd'hui se sont transformés en emails et qu'aujourd'hui on reçoit peut-être 300 emails par jour. Donc la sollicitation est la même. Combien d'emails aujourd'hui on ne lit plus? C'est-à-dire que et d'ailleurs on lit quoi? On va lire ceux qui ont des objets qui sont intrigants, qui Ouais, sont bizarres, exactement. qu'on comprend pas. Et là, on en revient à Euh, l'hypnose, à ce qu'on a parlé tout à l'heure, quoi. et là on en revient à la structure hypnotique de créer de la curiosité, faire en sorte que la personne s'interroge, etc. Ouais, excellent, excellent. Tu vois? Ouais. Mais ça, c'est le seul moyen, réellement, hein, de s'en sortir, hein. C'est le seul moyen vraiment d'avoir des résultats. Mmh, mmh. Ah, très intéressant, très intéressant. On va aller sur la fin de l'interview et je vais te poser une question que j'aime bien poser parce que je trouve qu'on parle beaucoup, ça et là, sur Internet de réussite, mais Mmh. on a beaucoup à apprendre des échecs. Alors, j'aimerais que tu partages avec nous, si tu le veux bien, Avec partager plaisir. tes plus gros échecs et ce que tu as appris au regard de cet échec-là. Aujourd'hui, j'ai 2 gros échecs qui m'ont, vraiment, je vais pas dire pourri la vie, mais qui m'ont, vraiment fait mal, Ouais, et de ceux que j'ai vraiment le plus appris. Le premier gros échec, c'était, la mise en place d'une entreprise en 2010. Je crois que j'avais créé une entreprise pour une de mes spécialités, enfin un truc qui vraiment me passionnait, c'est tout ce qui est détection du mensonge grâce aux micro-expressions mmh, et au non-verbal. Donc, il y avait beaucoup de clients qui faisaient appel à nous, parce que j'avais un associé à l'époque où on faisait soit des formations, soit on faisait du coaching pour apprendre aux gens à faire la même chose, soit on était quelquefois invité à participer à des recrutements un peu de haut niveau pour éviter les grosses erreurs. Et ça, c'était vraiment une entreprise dans laquelle je misais énormément, dans laquelle vraiment j'avais beaucoup de cœur. mmh, Et, euh, et là, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, les gens qui suivaient nos formations ne parlaient pas de nous, ne faisaient pas de bouche à oreille. mmh, Et donc, on s'est rapidement retrouvé un peu en galère en termes de nouveaux clients parce que le commercial qui était censé travailler, on avait pris quelqu'un qu'on connaissait et ça, c'était peut-être une des grosses erreurs qu'on avait faites. C'est plutôt que de vraiment choisir quelqu'un qui aurait pu nous aider à développer, on avait privilégié un collègue de mon associé de l'époque. Et donc ça c'est aussi une erreur. C'est que j'aurais pas dû dire oui. J'aurais dû dire non, on va recruter vraiment quelqu'un qu'on ne connaît pas, plutôt que de vouloir faire plaisir. Donc ça, c'est un premier apprentissage. Deuxième apprentissage, c'est que quand je questionnais les clients que je connaissais le mieux en disant bon, est-ce que tu as aimé ce qu'on a fait, etc. Et que les gens me disaient oh, c'était génial, j'ai gagné plein d'argent, j'ai négocié avec mon banquier, j'ai négocié avec un prestataire, j'ai négocié avec un fournisseur, j'ai gagné, etc. Moi, je me souviens d'un client qui me disait tu sais, grâce à ce que j'ai appris dans ta formation, j'ai gagné 300 000 balles en un coup de téléphone. mmh, Bon, ça, c'était quand même super sympa. Pourquoi? Parce qu'en fait, il avait détecté quelque chose au téléphone, dans la façon dont la personne parlait, qui lui a fait comprendre qu'il pouvait aller plus loin dans la négociation. Et il disait, avant d'avoir fait ta formation, je crois que je l'aurais pas détecté. Donc, le fait d'avoir compris ça, en fait, sur la quantité de produits que je lui ai acheté, c'était une personne qui achetait du cuivre, qui fabriquait
des câbles et tout ça, du cuivre et tout. Donc, il a acheté ça en immense quantité. Donc, ça représentait vraiment des chiffres d'affaires assez colossaux. Et donc, il disait, me faire économiser un tout petit peu sur une commande, ça crée des chiffres hallucinants. Et sur cette négo, il avait gagné 300 000 euros. Donc, tu vois, c'est énorme. Donc, je savais que ce qu'on faisait, c'était bien, tu vois, c'était bon, c'était de la qualité, que c'était top. À un moment, je dis, OK, super. Et donc, tu t'en as parlé un peu autour de toi et tout. Et là, je le vois faire un recul immense en me disant, mais t'es fou. Bon, pourquoi? Mais je veux surtout pas que les autres apprennent à faire la même chose que moi. Ah, putain, ouais, d'accord. Et ça, moi, ça m'a fait, mais tu peux pas savoir, un effet bœuf parce que j'ai eu les boules d'abord. C'est-à-dire que moi, je suis plutôt dans une dynamique, j'ai toujours envie d'apprendre aux autres ce que j'aime faire, mais je voyais pas derrière qu'il y avait une notion qui était vraiment très financière, pécuniaire et en termes de pouvoir. Et cette personne était en train de se dire, si les autres que je connais apprennent à faire la même chose, je perds du pouvoir. Putain, ouais. Oh là là. Et ça, je m'y étais pas préparé. Mais concrètement, je m'étais clairement pas préparé. Donc, quelquefois, être trop bon dans son activité, entre guillemets, et puis après, c'est aussi vu le secteur d'activité, c'est pas forcément top. Et là, moi, où j'avais les boules, c'est que cette personne, je savais qu'elle était très bien implantée dans les milieux politiques et tout ça, et je me suis dit, mais ça, si on arrive à rentrer dans des milieux comme ça, pour faire de la formation, du coaching, ça y est, c'est la voie royale, quoi, ça va cartonner. Et en fait, comme les clients, du coup, n'en parlaient pas et qu'il y avait vraiment une omerta autour de ça et que chaque client qui apprenait à le faire, en parlait assez difficilement dans son entourage, en fait, l'activité, elle a vraiment décliné très, très rapidement et on a décidé de la fermer avant de perdre des sous, quoi, en se disant, bon, ça sert à rien, on est en train de s'user, on est en train de galérer, quoi. D'accord. Et qu'est-ce que justement, ça t'a permis d'apprendre de cette erreur-là et qu'est-ce qui pourrait aider justement les personnes qui nous écoutent? Moi, la première chose que ça m'a appris, c'est que quand on est dans un process business, il faut penser en process business. Et moi, je pensais en être humain, c'est-à-dire j'apprenais d'abord aux gens à mieux communiquer avec eux et avec leur entourage. Et quand je leur apprenais à faire du non-verbal, à détecter le mensonge, c'était pour se rendre compte que voilà, les gens passent leur temps à mentir, mais que c'est OK. Et qu'il faut comprendre que ça fait partie du jardin secret, que vous allez détecter des choses chez vos amis, à droite, à gauche, et tout, mais ça doit d'abord développer votre humanité, entre guillemets, tu vois. Et donc, moi, je l'enseignais vraiment dans ce but-là. Même si derrière, il y avait des aspects commerciaux, il y avait tout ça. Ouais. Mais c'était plutôt vertueux. Et je me suis rendu compte, non, on revient au basique du basique, c'est non, on est là pour gagner des sous. Donc ouais, la première chose que j'ai appris, c'est OK, quand on crée un business, on crée un business. C'est une entreprise, elle est faite pour gagner de l'argent. Elle n'est pas faite côté humanitaire. Dans ces cas, je crée une asso ou je fais une ONG ou je fais des choses comme ça. Mais on va pas être dans un cadre développement d'affaires. Parce que développement d'affaires, les gens sont là pour être meilleurs que le voisin. Tu vois, ils sont pas là pour aider le voisin à aller mieux, quoi. Donc ça, c'est une des premières choses que j'ai appris. Deuxième chose que j'ai appris, c'est quand on recrute quelqu'un pour un job. On recrute pas quelqu'un pour lui faire plaisir. Ouais. Ça, c'est clair. Parce que nous, ça nous a mis en difficulté par rapport à ce fameux commercial qu'on avait embauché. Et qui... les compétences de la personne et non pas complètement. Juste parce que et en plus, on l'avait embauché parce que à l'époque, il faisait partie de l'ancienne boîte de mon associé. Et mon associé me disait, moi, dans cette boîte, c'est le meilleur vendeur. Mais c'est pas parce que forcément c'était le meilleur vendeur dans une boîte que c'était forcément le meilleur vendeur pour la nôtre. Donc là aussi, on a eu, tu vois, une erreur de casting, hein, ça arrive. Le problème, c'est quand on est une petite, à l'époque, on aurait appelé ça une start-up, mais nous, on était vraiment une petite entreprise. Donc avec forcément une trésorerie, tu peux pas te permettre on pouvait pas se permettre de se tromper. Donc on s'est trompé, bon voilà, ça nous a mis un peu en galère. Par contre, on aurait eu des bons contrats, bon, ça aurait été rattrapé immédiatement, tu vois, c'était pas de souci. Donc ça m'a vraiment appris ces deux choses. Et puis, je crois le deuxième échec le plus important, c'est peut-être celui d'un des produits que j'ai lancé ces dernières années pour travailler avec des coachs entre guillemets en galère. Je sais pas comment les appeler autrement, mais voilà, des coachs un peu en galère et où je me suis rendu compte que ça ne correspondait pas à ce que j'avais envie de faire parce que certes, j'avais les moyens de les aider à développer leur activité, etc. Mais que moi, ce que je leur apprends est vraiment, je crois, mon excellence, elle est dans le fait d'être vraiment dans le face-à-face. C'est-à-dire que apprendre à quelqu'un à monter sur scène pour vendre sa prestation, ou du moins pour se laisser acheter sa prestation, c'est mon expertise. Pareil au téléphone, pareil quand on va être dans un one-to-one, c'est-à-dire vraiment vendre comme ça. Moi, je leur apprends à faire des conversations, et c'est des conversations qui vendent. C'est arrêter de vendre, mais laissez-vous acheter. Mais pour se laisser acheter, il faut que lors de la conversation, la personne soit tellement motivée par ce que vous lui proposez que c'est elle à un moment qui dit mais comment on fait pour bosser avec vous. Ça, c'est mon excellence.
Et le problème, c'est que la plupart des clients que j'avais eus à l'époque, ben, en fait, ils suivaient un peu ces sirènes. C'est ce qu'on disait avant l'interview tout à l'heure. Hein, ils suivent un peu les sirènes de la digitalisation quand on leur vend l'idée que ben, vous allez faire des sous en dormant, quoi. Mmh. Et que ben, il y a plein de coachs aujourd'hui qui se sont formés pour avoir des clients face à face dans leur cabinet, mais qui en fait ont souvent peur d'avoir des clients face à C'est face, ce pour qui ça me paraît qu'il y être a une souvent hérésie. ce taux de déception aussi très fort quoi, qui se retrouve derrière parce que malheureusement, il y a cette C'est énorme. espèce de là, on parlait de planter des graines, mais dans notre écosystème et moi je me bats vraiment, sur ça, sur la partie infoprenariale, formation en ligne. C'est, heu, c'est tellement dans l'usage courant et dire: ben voilà, c'est facile, tu crées un blog, tu fais, une chaîne YouTube, ou tu fais un truc, 3 pubs Facebook et c'est bon, tu es millionnaire, dans 2 mois». C'est ça. Que finalement, c'est on va dire dans on va dire dans les croyances communes, voilà. Ah ben c'est rentré dans l'inconscient collectif. Ouais, Pourquoi? Parce que bah, tu as des marketeurs qui possible. sont très doués dans leur métier, c'est-à-dire le Oui, marketing, complètement. ont mis en place ces croyances-là, ces idées-là, en disant aux gens, vous avez une passion. Bah, aujourd'hui, vivre de sa passion, je veux dire, tout le monde en parle. Ouais, c'est clair. Il y a pas une journée où je reçois pas au moins 3 ou 4 mails sur quelqu'un qui va lancer un programme sur vous avez une passion, vivez de votre passion. Ouais, Comme si aujourd'hui, on ne pouvait plus vivre simplement de quelque chose qu'on sait faire ou d'une expertise. Il faut absolument que ça devienne une complètement passion. et en même temps, Tu si vois? moi ma passion c'est, broder des châles en soie, asiatiques, je pense pas que je vais pouvoir, vendre des formations, avoir un marché sur les gens qui ont envie d'être formés à broder des châles, asiatiques, quoi. Ben non, parce que, alors tu vois, là, j'ai un ami que j'adore qui s'appelle Philippe Gabillet, qui est un conférencier extrêmement puissant, Oui. enfin vraiment un mec que j'admire énormément. Et on avait une conversation à ce sujet qui était vraiment passionnante, c'est ce qu'on appelle le marché solvable. Mmh. C'est-à-dire qu'on avait participé un jour à un atelier de conférenciers et puis on écoutait des conférenciers monter sur scène et puis faire des conférences. Pour certains, très bien, pour d'autres, bon, voilà, débutants, hein, mais peu importe. Et puis à la fin, ils demandaient un feedback sur les conférences. Et on se faisait de l'aparté comme ça avec Philippe. Et puis à un moment, il en arrive à poser une question, mais tellement puissante que ça a un peu déstabilisé la personne. C'est que le conférencier, qui était un jeune conférencier, qui cherchait à développer son business de conférence, fait sa conférence, et puis à un moment, il y a le Philippe qui dit OK, ta conférence, super, bon, il y a des choses à revoir sur l'histoire, sur tout ça, mais OK, il y a ça. Par contre, moi, la question que je me pose, c'est il est où ton marché solvable? Mmh. Le mec, tu sais, un peu bloqué, je comprends pas. Ben, c'est pas compris. Qui va t'acheter cette conférence? Mmh. Qui Complètement. va t'acheter cette conférence? Et là, à un moment, tu as un vrai blocage. Parce qu'en fait, la personne était tellement motivée à raconter son histoire. Alors, je sais plus du tout quel était le sujet, mais genre, un peu le schéma classique de j'ai galéré enfant et aujourd'hui, voilà, genre un peu conférence Et motivationnelle. Ça passe un peu partout. Tout le monde veut faire de la conférence motivationnelle, sauf que bon, pour motiver une équipe, il n'y a pas que simplement avoir une histoire inspirante. Il faut aussi ouais. qu'il y ait un peu des structures derrière de comment on fait. Et donc, il pose la question en disant, OK, mais qui va acheter ça? Et en fait, le conférencier était tellement content de raconter son histoire qu'il se dit, mais tout le monde va avoir envie d'écouter mon histoire. Ouais. Et Bah non, après? c'est pas si simple. Et Bah après? ouais. Bah ouais. C'est qu'est-ce que je vais en faire? Si quelqu'un met, je sais pas moi, un chef d'entreprise met 5 000 balles, 6 000 balles, parce qu'un bon conférencier va se vendre entre 6 et 10 000 balles en France aujourd'hui. Un conférencier moyen va se vendre entre 1 000 et 5 000 du coup. Euh, donc concrètement, quelqu'un qui va payer un jeune conférencier 2 000 ou 2 500 balles pour aller faire une conférence, bah, faut quand même qu'il ait un retour sur investissement. Tu vois, il n'est pas juste là pour écouter, pour occuper son équipe. Complètement, complètement, complètement. Donc, il y a cette question du marché solvable. Ouais, c'est clair. On en est au même point avec les gens, avec leur passion et leur expertise. Ouais. J'ai une passion pour le macramé. Ok, mais qui va t'acheter une formation sur le macramé? Ben, tous les gens qui sont eux aussi passionnés par le macramé. Ouais, d'accord, mais sur YouTube ou sur Facebook, il y a déjà plein de gens qui font des vidéos gratos sur le macramé. Donc, qu'est-ce que tu apportes toi de plus comme valeur Ouais, ajoutée? Et complètement. comme on n'en parle pas dans ces termes-là, en disant oui, mais en fait, toi, tu vas faire une formation qui va en fait rassembler tout ce qu'il faut savoir sur le macramé. Ouais, mais ça suffit pas. Soit il faut que tu aies une vraie identité, soit il faut que tu aies une vraie marque, soit il faut que tu aies une vraie valeur ajoutée pour que ce que tu offres soit différent que le gratuit que tu vas trouver partout, n'importe où ailleurs. Excellent. Ouais, complètement, complètement. Tu vois, en C'est tout cas, moi, c'est ma posture. En tout ouais. cas, ça, c'est ma posture. Je Maintenant, il suffit de regarder les chiffres. Hein. Il y a je beaucoup, il y a par je beaucoup de il partage y a que le début. Hein. je partage complètement avec toi cette idée-là, hein. Il suffit de regarder par exemple des gros youtubeurs qui finalement en fait, arrivent à avoir, une grosse audience, mais finalement cette audience-là n'est pas prête à acheter. Du coup, ils se retrouvent à galérer, à faire des gagnants Complètement. avec de la publicité,
à contre-cœur. Ah ben, les youtubeurs aujourd'hui, tu as des youtubeurs qui ont des millions de vues et des millions de trucs, et des mecs qui font un SMIC. C'est ça, exactement. C'est ouf, hein. C'est ouf, c'est ouf, c'est juste ouf. Et c'est malheureux. Là, il y avait un reportage que je regardais sur un jeune qui fait des vidéos sur les jeux vidéo. Alors, le mec, Ouais. forcément, sa passion, les jeux vidéo, il fait des trucs, donc il a professionnalisé un petit peu son business et tout. Mais le mec, il disait, voilà, aujourd'hui, je vais être capable de me sortir un SMIC Ouais. sur mon activité. Ouais, surtout en plus, les gars, Et ce qu'on voit pas derrière, c'est que c'est quand même un paquet de temps, hein, parce que c'est ouais. beaucoup, beaucoup d'activités. Ah ouais, ouais, non, mais ils sont super pros, ils ont une super audience, mais après, ça suffit pas. Ouais, la solvabilité du marché, rechercher un marché qui est prêt à payer pour ce que l'on offre. Et ça, c'est Pour ce qu'on offre. super. Et ça, encore une fois, hein, dans les marchés solvables, il n'y en a pas des millions, hein. Tu as la santé, tu as l'argent, évidemment, le make money, hein, comment faire de l'argent. Alors ça, aujourd'hui, c'est ce qui cartonne le plus. Tellement bien que, tu vois, je vais balancer deux petites piques, là, mais tellement bien qu'aujourd'hui, plein de coachs qui galèrent, Ouais, deviennent quoi? Ils deviennent des business coachs. ouais, ouais, Et complètement. ça, j'adore. C'est-à-dire des coachs qui, concrètement, à la fin du mois, ils n'ont pas une thune, mais ils se présentent comme business coach pour apprendre aux autres, soit à gérer leur argent, soit à développer leur business, alors qu'eux-mêmes l'ont pas développé. C'est ça. Et c'est là où après, de toute façon, les choses rentrent dans l'ordre plus tard parce qu'il y a toujours la congruence qui va jouer aussi. Et là, on en revient un petit peu sur le sujet du départ. C'est sur l'hypnose et sur le fait de la congruence entre les mots qui sont dits et la posture de la personne et ce qui est caché derrière, quoi. Complètement. Donc, Complètement. Enfin, moi, je trouve ça quand même assez effrayant, cette mode un petit oui, peu complètement. de ça, parce que voilà, moi, ça me fait un petit peu peur sur l'avenir de ce business-là, mais il va avoir besoin de se structurer. Ça paraît être sûr. Alors, d'un côté, tu vois, il y a des écoles qui disent, voilà, enfin, des écoles de pensée qui vont dire, voilà, pour structurer le métier, il faut y mettre des normes. Donc, tu as les normes AFNOR sur le coaching, tu as les normes AFNOR, t'as les normes ICF, les normes F, je sais pas quoi, enfin, toutes les fédérations qui veulent mettre des normes, etc. Mmh. Le problème, c'est qu'on est sur des sciences molles, puisqu'on est sur des sciences humaines. C'est Donc, compliqué. normaliser une science molle, ça me paraît compliqué quand même. Ouais, ouais, non, Ça ne complètement. veut pas dire que c'est impossible, mais ça me paraît quand même un peu compliqué. C'est un gros débat. Ça, c'est vraiment un gros débat philosophique vraiment sur le sujet qui, ouais, qui est un peu compliqué. En tout cas, Bah, merci. Ouais. écoute, c'était un plaisir. Non, non, c'était un plaisir. J'ai adoré notre échange, c'était bien. Moi, ce que je te propose, c'est qu'on se refasse une interview, un de ces quatre, parce que Avec c'est plaisir. super intéressant. Ce que j'aime bien avec toi, tu vois, et c'est qu'à chaque fois qu'on discute, j'apprends toujours des nouvelles choses. Et ça a été le cas encore aujourd'hui. Et tu vas toujours creuser sur des trucs qui sont un peu spécifiques, sur des sujets. Quand tu nous as parlé du gars qui t'est prix Nobel et tout ça, c'est vraiment des pépites. Moi, j'appelle ça des pépites, des super pépites. Et je te remercie vraiment de les avoir C'est avec partagées plaisir. avec nous. Et du coup, où est-ce qu'on te retrouve? Où est-ce qu'on peut être en lien avec toi? Où est-ce qu'on peut continuer? Dis-nous tout pour conclure. Bah écoute, le plus simple, c'est soit les gens peuvent aller sur mon site web, frankmarchax.com, Ok, ou sur ma chaîne YouTube, Charisme Hypnotique. Ils ok. tapent Charisme Je mettrai les Hypnotique et liens puis juste ils vont tomber directement sur la chaîne. Et puis voilà, et puis s'il y a des audiences qui sont coachs, etc., ils peuvent aller sur le lien vendresoncoaching.com, et là, ils trouveront des informations s'ils sont C'est coachs et quoi? qu'ils ont envie de Les, développer un peu leur activité. les plus futés d'entre vous qui écoutent ce podcast, vous trouverez les liens juste dans la description. Je dis ça juste. Voilà. Ben, en tout cas, merci pour tout et, C'est un plaisir. et à très vite. À très vite. Merci, Nicolas. Ciao.